Je m'appelle Aline Beaumont, j'ai 33 ans. Le jour de mon propre mariage, ma famille m'a tendu un paquet cadeau. Devant 120 invités, je l'ai ouvert, et il était complètement vide. Ma mère souriait pendant que je fixais tout ce néant. Elle avait tout planifié. Elle voulait que la salle entière regarde. Mais ce paquet vide n'était pas la chose la plus cruelle de cette soirée. Ce que ma grand-mère a glissé dans mes mains 20 minutes plus tard a changé ma famille pour toujours. Abonnez-vous, dites-moi d'où vous me regardez. Je suis juriste d'entreprise, habituée à repérer le mot qui manque dans un contrat, et la personne qu'on efface d'une pièce. Dans ma famille, j'étais toujours celle sur qui on comptait. Ma mère, Christiane, mesurait tout en chiffres. L'amour, chez nous, arrivait toujours avec une facture. J'étais louée pour une seule chose, censée. Jamais brillante, jamais courageuse. Censée, comme on complimente une voiture fiable. Puis j'ai rencontré Thomas, technicien électricien, main rugueuse et fière, homme qui répare les pannes de courant en pleine tempête. La première fois qu'il m'a regardée, il m'a regardée comme si j'étais déjà suffisante. Pas suffisante si, pas suffisante quand. Juste suffisante. Au dîner de fiançailles, ma mère avait installé Thomas tout au bout de la table, près de la table des enfants, avec un sourire cruel déguisé en gentillesse. Elle lui a demandé, devant tout le monde, combien il gagnait par an, comme s'il était un curieux animal de compagnie. Ma grand-mère Odette, 84 ans, s'est alors levée en silence et est venue s'asseoir près de lui, à la table des enfants, lui posant des questions sur son métier avec une chaleur sincère. Ce fut la première fissure de lumière que j'ai jamais vue dans 33 ans. Dans la voiture, ma mère a sorti sa calculatrice, comme toujours quand elle était contrariée, et m'a annoncé qu'elle retirait son financement du mariage, qualifiant mon union des « investissements à faible rendement ». Elle a ajouté, énigmatique, « Si tu vas jusqu'au bout, ne t'attends pas à recevoir ta part ». Je ne savais pas encore que, ma part, avait une adresse, la maison au bord du lac que mon grand-père Marcel avait construite lui-même, planche par planche. 2 semaines avant le mariage, j'ai surpris ma mère au téléphone avec un agent immobilier, parlant de « vider » et de « dater » la maison du lac. Cette maison n'était pourtant pas à elle, elle appartenait toujours à ma grand-mère. Le jour du mariage, dans la petite salle communale que Thomas et moi avions financée nous-mêmes après le désengagement de ma mère, les portes se sont ouvertes en pleine cérémonie. Ma grand-mère, que ma mère avait pourtant assurée, trop fatiguée pour venir, est entrée en fauteuil roulant, tenant sur ses genoux un petit paquet enveloppé de papier craft et de ficelles. Au moment des cadeaux, ma mère s'est levée devant les 120 invités et m'a tendu une grande boîte blanche, brillante, nouée d'un ruban argenté. Vide. Voilà exactement ce que vaut ce mariage, a-t-elle déclaré, sous les rires complices d'une partie de la salle. Ma grand-mère m'a alors chuchoté à l'oreille de garder son propre paquet fermé jusqu'à mon retour à table, et de regarder ma mère droit dans les yeux en l'ouvrant. À l'intérieur du paquet de ma grand-mère, son alliance, portait 60 ans, une broche syndicale d'un ouvrier plombier, ternie par le temps, et un mot manuscrit, il disait qu'il ne valait rien. Il a construit tout ce dans quoi vous vivez tous. En croisant mon regard, ma mère est devenue livide. Le lendemain, chez ma grand-mère, celle-ci m'a tout raconté. Mon grand-père, simple plombier méprisé par la famille de ma mère à leur mariage en 1961, avait bâti de ses propres mains une entreprise florissante qui avait financé toute l'illusion de « grande famille » que ma mère cultivait depuis toujours. Enfant, ma mère avait honte de ce père aux mains jamais tout à fait propres. Elle avait réinventé son histoire, effacé la photo de lui dans le couloir familial. Ma grand-mère m'a montré un acte de cession déjà préparé, prêt pour signature devant notaire le lundi suivant. Ma mère voulait faire transférer la maison du lac à son nom. Ma grand-mère ne voulait ni la vendre, ni me la donner directement pour éviter tout conflit futur. Elle voulait la placer en fiducie irrévocable, protégée à jamais, portant le vrai nom de mon grand-père. Le vendredi, avec une avocate spécialisée et un médecin attestant sa pleine lucidité, ma grand-mère a signé cette fiducie, 2 jours avant le rendez-vous du notaire de ma mère. Le dimanche suivant, au brunch familial, ma mère a annoncé fièrement devant toute la famille que j'étais, revenue à la raison, réintégrée dans son testament. J'ai alors sorti la petite boîte en bois de mon grand-père, épinglé la broche syndicale sur ma veste, et raconté à voix haute, sans colère, qui était vraiment Marcel Beaumont,
un plombier syndiqué qui avait bâti, de ses mains calleuses, tout le confort dont ma mère se targuait aujourd'hui. Merci pour ton offre, maman, ai-je dit calmement, mais je ne me tairai pas, et je ne t'aiderai pas à vendre sa maison. Elle m'a rayé de son testament sur le champ. Je lui ai répondu la vérité la plus pure que j'ai jamais prononcée, tu peux garder l'argent. Ma valeur n'a jamais été à toi de fixer. 6 mois plus tard, la maison du lac se dresse toujours, protégée à jamais, portant fièrement le nom de mon grand-père. Chaque samedi, Thomas répare ce qui grince chez grand-mère pendant que je fais les mots croisés avec elle. Ma sœur, qui riait toujours une demi-seconde après ma mère, m'appelle maintenant, prudente mais sincère. Il a fallu une boîte vide pour m'apprendre ce que ma famille n'a jamais su me dire, personne n'a le droit de fixer ton prix, à moins que tu ne lui tendes toi-même le stylo.